Il faut que je sois vigilante tout le temps sur la façon dont ils ont pris leurs médicaments, où ils en sont dans leurs papiers, comment ça se passe à l'école du petit, que mon mari n'a pas oublié ses rendez-vous, enfin bon. Donc effectivement, j'ai parfois l'impression que personne ne s'occupe de moi et que s'il m'arrivait quelque chose, ce serait la catastrophe à la maison parce que ça suivrait plus. Aider, s'entraider. Le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France plus de 9 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou de maladie. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Christine a 57 ans. Elle soutient au quotidien tous les membres de sa famille qui vivent avec elle. Son mari et ses 2 filles adultes atteintes de myopathie et son petit-fils qui vit également sous son toit atteint lui-même d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. J'ai un peu différents statuts, mère, grand-mère, épouse et aidante, un peu pour tout ce monde-là, effectivement. Je sers d'infirmière, on va dire, également tout ce qui est administratif. Et également tout ce qui est, juridique et bataille, parce qu'actuellement on est en pleine bagarre par rapport à ma 2e fille qui vit de la discrimination dans l'enceinte de son école. Donc ça fait aussi partie des choses qu'on fait pour les aider pour leur vie future, en ce qui concerne nos enfants et petits-enfants. Qui dit handicap dit maison du handicap, MDPH. Ça représente des quantités de papier absolument astronomiques. Un dossier, c'est 20 pages, c'est tous les 3 ans, multiplié par 4, avec différentes demandes qui peuvent arriver. Donc rebelote, redossier, rendez-vous médical, reconsultation, etc., etc. Donc il y a ça. Il y a le côté suivi médical également. Donc il faut faire attention aux dates, heures de rendez-vous, prendre des jours pour y aller, etc. Et puis faire attention à ce que nos conjoints, enfants, etc. ne subissent pas de discrimination ou de harcèlement, ce qui malheureusement est toujours le cas en France pour beaucoup d'entre eux. Déjà on apprend, parce que tout ce qui est administratif au démarrage on comprend rien, alors on se fait aider bien évidemment, et heureusement notamment par l'AFM Téléthon, ce qui nous concerne. Ils ont des personnes qui viennent à domicile pour nous aider pour les papiers, pour les premiers papiers en tout cas. Après, on met en place des aides. Donc ça vient au fur et à mesure. On arrive à mettre en place pas mal de choses pour justement pouvoir subvenir aux besoins physiques, administratifs et financiers, parce que le handicap coûte extrêmement cher. Donc tout ça, ça se fait au fur et à mesure, et effectivement les pathologies évoluant malheureusement dans le mauvais sens, la charge d'aide est de plus en plus importante au fur et à mesure du temps, et je ne sais pas où on va encore à l'heure actuelle. Enfin, en ce qui me concerne, ça va aller en étant de plus en plus important malheureusement. En ce qui concerne mon époux, sa pathologie augmente au fur et à mesure du temps. Il a 2 maladies rares, il aime bien ça. On a demandé au neurologue si à la 3e on avait une pizza gratuite. Bon. Des aides pour mettre les chaussettes à contention, aider pour mettre les appareils acoustiques, surveiller les rendez-vous médicaux, surveiller qu'il prend bien ses médicaments, l'accompagner aux rendez-vous médicaux parce que la pathologie qu'ils ont fait qu'ils ne savent pas exprimer leurs besoins, surveiller qu'ils se cassent pas la figure, et puis c'est plus ou moins la même chose pour les enfants à d'autres niveaux, quoi. Et puis ma fille aînée a un petit garçon hyperactif avec trouble de l'attention, elle est revenue habiter à la maison, et c'est encore autre chose, et c'est assez compliqué parce qu'on connaît moins cette pathologie, c'est quelque chose de plus récent à notre niveau. Donc oui, c'est un peu je me considère comme la femme orchestre et le coach de la maison. Je peux vous résumer une journée quotidienne si vous voulez. Alors c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est souvent comme ça parce que je me suis remis au sport, parce que il y a eu après le confinement, j'ai fait une mini dépression. J'ai pris un nombre de kilos impressionnant. Donc je me suis remis au régime. Le matin, je me lève à 6h.
Je réveille mon époux pour qu'il aille au travail. Il est à mi-temps dorénavant. Je vais faire 1 heure de sport parce que j'ai pas trouvé d'autres moments dans la journée. Entre-temps, je vais l'aider à mettre ses chaussettes à contention. Après, je vais l'aider à mettre ses oreilles, comme je dis. Après, quand il est parti, je me prépare. Ayant des intervenants pour ma fille qui viennent à 8h, c'est formidable, donc je peux prendre mon petit déjeuner. Je vais voir si tout le monde va bien. Mon autre fille est théoriquement chez l'habitant une partie de la semaine. Bon là, actuellement, c'est un peu compliqué. Et puis après, je pars au travail. Je reviens le midi, je regarde si ma fille est réveillée, si mon autre fille est réveillée, si elles ont mangé, si elles prennent leurs médicaments. Je repars au travail. Et puis quand je rentre en fin de journée, je vois que mon époux en général dort, ce qui fait un mi-temps et l'après-midi il dort. Donc je réveille tout ce monde-là, je prépare le repas, je gère un peu tout ça et voilà. Et puis en général je me couche tôt parce que je suis un peu fatiguée. Voilà. Donc c'est vrai que les journées sont bien chargées. Et comme je suis un peu masochiste, en général, si j'ai encore un peu de temps, je vais faire de la couture. J'ai dû réduire mon activité en 4/5e et j'envisage, alors je ne sais pas parce qu'il faut que je vois la dimension financière, j'envisage peut-être de travailler encore une journée de moins. J'ai un petit peu peur de ne pas pouvoir suivre au niveau finance. Le handicap, ça coûte cher. Alors moi j'ai ce qu'on appelle des PCH, des aides compte tenu de le fait que j'ai diminué mon activité, mais qui, et c'est normal, ne couvrent pas tous les soucis financiers qu'on peut avoir. Par exemple, ma fille a une école sur Rosé et on est obligé de faire des trajets très très souvent pour intervenir quand elle est malade, quand elle ne va pas bien, donc au prix de l'essence actuellement, voilà. Ma fille aînée donc est venue vivre avec nous et son petit, on lui a fait un appartement. J'ai dû casser mon assurance vie pour aménager les tâches parce que aucune banque n'a voulu nous prêter, compte tenu du handicap de la famille. On a voulu, parce qu'elle elle a 29 ans, on a voulu qu'elle ait une vraie vie. Donc on a refait une cuisine, etc. à l'étage. Donc ma note d'électricité et de gaz a doublé depuis qu'elle est revenue. On n'est pas dans la tranche des Français pauvres, tant mieux pour nous. Mais ma fille aînée, elle vit avec l'allocation d'adulte handicapé qui correspond à être en dessous du seuil de pauvreté. Donc elle n'y est absolument pour rien, on ne lui en veut absolument pas. Mais si on n'était pas là, c'est nous qui la nourrissons à la fin du mois, etc. Donc forcément, c'est beaucoup plus de coûts qu'une famille classique. On cherche pas à partir en vacances à Waikiki, mais on aimerait pouvoir justement maintenir cet équilibre financier qui nous permet de vivre de façon normale à 5 sous le même toit avec 3 générations différentes. Opticienne dans sa ville de résidence depuis 17 ans, Christine a rapidement mis au courant ses employeurs de sa situation familiale et de ce que cela pouvait engendrer. Leur compréhension génère de sa part un surinvestissement, source d'inconfort. Mon employeur de l'époque était rapidement mis au courant de ce qui se passait et tenait compte de mes absences, parce que je peux m'absenter de façon inopinée quand il y a une urgence. Et donc quand le magasin a été racheté, j'ai eu très très peur de me faire licencier à cause de ça. Donc on a fait un avenant de contrat dès le rachat, enfin même avant le rachat du magasin, pour que l'employeur actuel soit au courant de ce que je pouvais rencontrer comme difficulté à ce niveau-là, m'absenter, devoir passer des coups de fil pendant mes heures de travail, etc. Bon, là-dessus, ça se passe bien parce qu'il est très compréhensif. Voilà. Bon, d'un autre côté, je fais beaucoup de choses en plus pour un peu compenser, donc c'est pas confortable au niveau travail parce que disons que j'aurais fait une autre carrière ou avoir d'autres exigences si je n'avais pas cette situation familiale. On est obligé, je pense, quand on est aidant, enfin en tout cas en ce qui me concerne et je pense pour beaucoup de gens, non seulement faire une croix sur une carrière, mais faire une croix sur un salaire, on va dire, à peu près correct. Et sur, on fait pas mal de sacrifices à côté, sur les jours de congé, etc. quoi. Ça, le statut d'aidant empiète sur tous les niveaux de la vie. Actuellement, mon travail me pèse un peu, mais en temps normal, non. C'est quelque chose, je travaille pas loin de ma maison. Ça me permet de m'aérer, de voir du monde. Voilà, il y a le côté matériel, mais c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir sortir de son quotidien
et de penser à autre chose. Le problème, c'est que le quotidien me rattrape rapidement par des coups de fil au boulot, parce que ça a tendance un petit peu à rentrer dans le monde du travail. C'est pour ça que c'est bien que mon employeur soit au courant. Voilà, j'ai la chance de rentrer le midi. Le midi, en général, j'ai quasi personne à la maison, donc ça me permet de me poser. Voilà, et d'avoir une vie sociale, ça c'est très très important. Mais je fais d'autres activités à côté aussi, donc ça aide beaucoup. Sinon, on est noyé dans la maladie 24/24 et on aurait vite fait de partir en dépression où il faut pouvoir s'aérer. Moi, je fais du théâtre d'impro. C'est énorme, c'est ma bulle d'air. Et puis, je me suis remis à la couture, comme beaucoup de gens pendant le confinement. Donc, j'ai une salle de couture à l'étage, avec interdiction de rentrer dedans. Et voilà, quand je fais ma couture, ça me permet de me changer les idées, de m'amuser, et puis de faire des petits cadeaux en même temps. Donc, c'est essentiel d'avoir une activité à côté. On essaye d'éviter de trop se projeter loin, parce que moralement, ce serait pas bon. On se projette à minima, évidemment pour être prudent, mais pas trop loin. En revanche, le gros avantage, c'est que je pense que nous faisons partie des gens qui sachons profiter du quotidien, des petites choses du quotidien. Donc la moindre façon d'être bien, on la prend. Voilà. Et on a un humour assez caustique, voilà, que les gens ne peuvent pas forcément comprendre, mais on rigole de choses qui des fois ne sont pas drôles. Voilà, on arrive à être heureux avec ce qu'on a. Et c'est très bien comme ça. À la suite du soutien apporté à sa mère atteinte d'une maladie neurodégénérative, Caroline McNaughton, alors avocate fiscaliste, a opéré un changement de carrière pour fonder en 2018 la société Mighty Millie. Mighty Millie est une équipe de professionnels de l'accompagnement qui aide les entreprises à soutenir leurs collaborateurs aidants. Si les salariés aidants ont des profils très divers, Caroline McNaughton relève quelques-uns des moments clés rencontrés par le salarié devenu salarié aidant. Si on voulait schématiser, on pourrait dire que dans le parcours des aidants, il y a plusieurs moments forts. Il y a bien entendu le moment où l'on devient aidant, qui fait suite probablement à un choc, l'annonce d'un diagnostic ou alors une hospitalisation en urgence. C'est une phase de découverte où on tombe dans ce monde avec une méconnaissance du système médico-social français. Donc, on n'a pas d'informations, on ne connaît pas bien les interlocuteurs, les professionnels du monde du soin, les professionnels de l'accompagnement. Donc, c'est une phase où il va falloir mettre en place une organisation autour de son proche qui est fragilisé. Et là, à ce moment-là, on a besoin d'informations. C'est très chronophage, c'est très complexe. Et on se sent quand même un petit peu seul quand on est aidant. Donc ça, c'est la première partie où on peut, voilà, il y a un vrai besoin pour les aidants. Après, il y a une phase d'adaptation pour l'aidant. Moi, je dis souvent, on devient un peu aidant junior. Et puis, dans la durée, il faut continuer à faire face à des urgences, souvent liées à la santé, une organisation qui doit être revue, souvent un nombre incalculable de fois. Il faut tenir dans la durée, surtout quand on cumule ça avec son activité professionnelle. Donc ça, c'est un moment dans lequel on peut s'essouffler, perdre pied, faire face à un certain nombre de difficultés relationnelles, peut-être dans son cercle familial, peut-être aussi avec son entourage professionnel. C'est un moment qui mérite d'être accompagné. Et puis, si je continue à schématiser, il y a une autre phase qui peut être liée à peut-être un deuil, le retour à l'emploi après une absence prolongée, quand on n'a pas eu le choix que de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de son proche. Et ça aussi, c'est un moment qui est compliqué et qui mérite d'être absolument soutenu. Quand on doit faire face à une situation soudaine
et rechercher des informations sur des sujets qu'on ne connaît pas. Donc, on a un problème de temps, je vous disais. Et puis, on a un problème de stress parce qu'on fait, en fait, on affronte des situations d'urgence, des situations inconnues. Certains parlent d'une succession de premières fois. Donc, c'est quand même peut-être pas quelque chose auquel on est habitué et qui nous met donc en activité de concentration permanente. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, une situation de surcharge cognitive. Pour expliquer les choses peut-être un peu plus clairement, il y a un mot-clé qui résume ça, c'est le mot trop. On a trop de stress et ça dure trop longtemps. Le salarié aidant qui est finalement en situation d'adaptation constante, quand il est confronté à la perte d'autonomie de son parent, à l'évolution de son parcours, et puis aussi une situation qui va probablement s'alourdir, les choses vont pas souvent s'améliorer. Ça s'ajoute à des tâches professionnelles et puis des tâches du quotidien à la maison. Et même pour un cerveau normal, entre guillemets, d'un collaborateur qui est engagé, eh bien, le fait d'y penser constamment, voilà, c'est source de stresseurs qui s'accumulent. Donc, effectivement, ça impacte toutes les fonctions. Alors, on les appelle les fonctions cognitives. On travaille avec des neuropsychologues qui sont celles qu'on utilise dans le travail, comme la mémoire, l'attention, la concentration. Notre capacité à nous organiser, à raisonner, même à prendre des décisions. Tout ça, c'est sursollicité en permanence. Et donc, ça fonctionne un petit peu moins bien. Donc, voilà, notre capacité de concentration, elle baisse. On peut commettre des erreurs, oublier, être plus fatigué. Voilà, et des tâches qui, avant, étaient finalement simples, deviennent très complexes. Et ça, c'est la partie qui n'est pas visible de l'extérieur. La partie qui est visible, c'est la partie où on doit s'absenter parce que c'est l'appel qu'on reçoit au travail, une urgence médicale, et donc là, on doit partir et puis on n'a pas le choix, il faut s'absenter. C'est l'appel le neurologue qui rappelle, et souvent sur évidemment les horaires de travail en journée. Donc ça, c'est un coup de fil qu'on doit prendre sur son temps de travail. Donc c'est aussi une situation stressante. Je suis en réunion à ce moment-là, je dois sortir de la réunion et je dois prendre cet appel. C'est tous ces moments-là qui créent une tension permanente pour le salarié aidant. D'ici 2030, les études prédisent qu'un salarié sur 4 sera aidant. Pourtant, actuellement, seul un quart des personnes concernées parlent de la situation qui les touche à leur entourage professionnel. Les 75% restants craignent pour leur carrière. Ils n'en parlent pas. Parce que soit ils considèrent que c'est un sujet de vie privée qui doit être totalement imperméable avec le monde du travail, soit ils ont un sentiment de prendre un risque s'ils évoquent leur situation, de donner l'image d'un collaborateur qui finalement ne sera plus performant, à qui on proposera plus des plans d'évolution, de promotion, de formation. Et donc, si le collaborateur a le moindre doute sur le fait que évoquer cette situation risque d'entacher son image de professionnel, il n'en parlera pas. Donc, le problème aujourd'hui pour les entreprises, c'est qu'elles ont compris que le nombre de personnes concernées nécessite que l'entreprise s'intéresse à ce temps de vie. Néanmoins, elle ne les voit pas. Donc, on peut même parler d'une communauté qui est invisible et assez silencieuse dans les entreprises. Donc, la première chose à faire, c'est d'aider cette communauté à s'exprimer et sortir donc de la peur, de la stigmatisation. Ça, c'est vraiment absolument essentiel parce que les entreprises aujourd'hui, elles ont, un certain nombre d'entre elles, déjà mis en place des dispositifs d'accompagnement qui soulagent, mais ces dispositifs, on s'est aperçu, étaient finalement relativement peu activés par rapport au nombre de personnes qui sont en réalité concernées. Et c'est vraiment ce travail à faire sur le niveau de confiance dans le fait que finalement c'est normal, ce temps de vie est normal. On va tous être aidants d'un de nos proches, probablement plusieurs fois dans notre vie, peut-être parfois de manière concomitante. J'accompagnerai un parent et peut-être un beau-parent en même temps, ou un enfant, la fameuse problématique de la génération sandwich qui s'occupe de ses parents qui vieillissent et de ses enfants
qui a encore besoin qu'on les soutienne. Il faut normaliser finalement ce temps de vie pour que dans les parcours professionnels, on sache qu'à un moment, je ferai appel à des dispositifs, mais finalement, ça ne m'empêchera pas de rester engagé et de conserver des ambitions professionnelles. C'est vrai que tous les salariés aidants ne sont pas en difficulté, c'est pour ça que je ne fais pas de lien direct entre aidance et fragilité de l'aidant, parce que c'est pas vrai, on n'est pas tous fragilisés par ce rôle d'aidant, et puis c'est aussi un rôle, il faut le dire, qu'on fait le plus souvent par amour, donc il y a quand même des bons moments derrière tout ça. Il est vrai que quand on est aidant, on va déployer des capacités qu'on n'aura pas forcément déployées auparavant et qui vont pouvoir se traduire en compétences professionnelles. Évidemment, on pense à l'organisation, à l'écoute, à l'empathie, mais il y a aussi la gestion de situations d'urgence, gestion de crise, beaucoup de compétences en termes de ressources humaines, parce que quand on doit recruter des prestataires, des auxiliaires de vie à domicile, qu'il faut suivre la manière dont les choses se passent avec elles. Parfois, il faut se séparer des personnes quand ça convient pas. On est vraiment dans un accompagnement RH. Et parfois, certains aidants sont même en train de gérer une mini PME à la maison. Et tout ça, ce sont des talents. Donc nous, on aide les aidants à prendre conscience de ces talents qu'ils ont développés et à les valoriser, à les transformer dans des compétences professionnelles qu'ils peuvent mettre en avant. Et ça, c'est très important de le faire rapidement, parce que ça permet aussi aux aidants de se sentir mieux armés s'ils doivent évoquer, s'ils ont envie, d'ailleurs, il faut qu'ils aient envie de le faire, d'évoquer leur situation auprès de leur manager, pour, par exemple, demander un aménagement du temps de travail, avoir des moments, des fenêtres un petit peu plus libres pour pouvoir passer les coups de fil médicaux ou s'absenter pour les soins, etc. Le fait d'arriver à ce type d'entretien en connaissant ses compétences et en étant capable de les mettre en avant, eh bien, ça donne beaucoup plus de confiance et de pouvoir d'agir. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast.